Alors, l'image est forte, hein, Marquinhos en 2025 qui soulève enfin la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Oui, ah oui. 12 ans 12 ans après son arrivée, c'est fou quand on y pense. Et il est devenu le joueur le plus capé du club, c'est une consécration incroyable pour lui. Mais bon, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Ah non, loin de là. Un long fleuve tranquille, certainement pas. Et justement, c'est ce parcours qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. On a pas mal de sources, des articles, des stats, des témoignages, et même ce qu'on entend chez les supporters, quoi. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de comprendre le joueur, mais aussi l'homme derrière ce record, son évolution, les hauts, les bas, ce qu'il représente pour le PSG, en fait. Exactement. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Ses débuts, bien sûr, son palmarès qui est hors norme, il faut le dire. Mais aussi les moments difficiles. Les fameuses remontadas, les critiques, son rôle de capitaine aussi, qui a fait débat, et puis comment on le voit maintenant, après ce titre européen tant attendu. C'est ça, comprendre cette relation un peu unique entre lui et le club. Voilà, une vraie plongée, quoi. Alors, pour commencer, il faut revenir aux origines. Sao Paulo, 1994, Marcos Oas Correa, famille classe moyenne, pas du tout le cliché du footballeur brésilien sorti de nulle part. Ah non, sa mère était prof, c'est ça? Et passionnée de foot. C'est elle qui lui a transmis le virus. Oui. Et le détail marrant, c'est qu'il a commencé gardien de but. Ah bon? Ça, je savais pas. Si. Bon, apparemment, un coach l'a vite remis dans le champ, mais ça montre peut-être déjà une certaine polyvalence, non? Ouais, c'est possible. Et après, il file au centre de formation des Corinthians, un club réputé là-bas. Et là, ça va très vite pour lui. Tite, le coach, le repère, il fait ses débuts pro et quelques matchs, et hop, l'Europe est déjà sur lui. C'est l'AS Roma en 2012 qui a eu le nez creux. Il débarque, il a quoi? 18 ans en peine? C'est jeune. Et son adaptation à l'Italie, c'est bluffant. Il apprend l'italien en 2 mois, il s'impose direct sur le terrain. On l'appelle le monument. À 18 ans. Le monument, carrément, ça montre l'impact qu'il a eu. Sa vitesse, son intelligence de jeu, pour son âge, c'était assez fou. Oui, exceptionnel. Du coup, il ne reste qu'une saison à Rome. C'est ça. Été 2013, tout le monde le veut. Le Barça, le Real et le PSG. Et Paris, ils sortent le chéquier, environ 32 millions d'euros. Colossal pour l'époque. Surtout pour un défenseur de 19 ans. Exactement. Il choisit Paris. Bon, il y avait son idole Thiago Silva, ça a dû jouer. Ah oui, sûrement. Et l'intégration immédiate. Premier match de Ligue des Champions, il marque. Contre l'Olympiakos. Pas de round d'observation. Et ça, c'est le début d'une moisson de titres incroyable. Le palmarès, franchement, ça donne le tournis. On parle de 10 titres de champion de France. 10. Déjà, rien que ça. 8 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue, 9 trophées des champions, et puis évidemment, la cerise sur le gâteau, la Ligue des Champions 2005. Après la finale perdue en 2020, les demi, enfin. Oui. Avec 31 trophées majeurs, si on compte bien, selon nos sources, c'est tout simplement le joueur le plus titré de l'histoire du club. C'est colossal. Colossal, c'est le mot. Et au-delà des titres, il y a ce record de matchs joués. Ça aussi, ça force le respect. Hein. Il a dépassé Jean-Marc Pilorget quand même. Une autre légende, oui. Les chiffres exacts varient un peu, mais on est bien au-delà des 450 matchs. On s'approche même des 500. Tenir une moyenne de quasiment 40 matchs par saison pendant plus de 10 ans, dans un club comme Paris, avec la pression, les changements, c'est remarquable. Et cette constance, on la voit aussi dans ses stats perso. D'abord, un truc qui frappe, sa discipline. Ah oui. Ouais. Les sources montrent un nombre de fautes par match très bas, moins d'une faute par match en moyenne, et très peu de cartons jaunes. Et un seul rouge direct en plus de 430 matchs à un moment donné, c'est ça ? Exactement. Pour un défenseur central qui va au contact, c'est assez sidérant, ça montre une lecture du jeu, une maîtrise. C'est clair. Mais c'est pas juste un joueur propre, il est solide aussi. Hein. Dans les duels aériens, il est bon. Plus de 60% de réussite. Oui. Et sur les tacles aussi, les chiffres sont bons. Plus de 70% de réussite sur plusieurs saisons. Et surtout, ce qui est crucial pour un défenseur de ce niveau, c'est qu'il fait très peu d'erreurs qui amènent un tir adverse. Ça, c'est fondamental. Et il ne faut pas oublier son rôle dans la relance. C'est pas juste un mur. Ben non, pas du tout. Il touche énormément de ballons, souvent plus de 80 par match. Et il est super important pour la première passe, celle qui casse les lignes, la passe progressive comme on dit. Donc des qualités très complètes. Vitesse, la grinta, l'anticipation, la tactique, le jeu de tête et une vraie qualité de passe, courte ou longue.
Tout à fait. On se souvient même que Tuchel l'avait fait jouer milieu défensif. Ah oui, à Lisbonne, pendant le Final 8 en 2020. Exactement. Et ça avait très bien marché. Ça montre bien sa polyvalence et son intelligence de jeu. Et ses qualités, on les a vues dans des matchs clés, des moments où il a été vraiment au top. Moi, je pense à ce match contre le Barça en 2014. Ah oui, contre Messi et Neymar à l'époque. Il avait été impérial. C'est ça. Ou son but dans un Classico gagné 3-2. Oui. Ou ce match fou contre Chelsea en 2015 où Paris se qualifie à 10. Oui, il finit même latéral droit ce soir-là. Énorme match de sa part. Il a souvent répondu présent dans les grands rendez-vous. Mais, parce qu'il y a un mais, ce parcours il est aussi marqué par des échecs très douloureux, surtout en Europe. Impossible de passer à côté, oui. La remontada de 2017 contre Barcelone. Le 6-1. Un cauchemar. Un traumatisme, vraiment. Pour tout le monde. Et Marquinhos, comme d'autres, il est devenu un peu le symbole de cette soirée-là, malgré lui. On a vu ses limites ce soir-là. Et malheureusement, ce n'était pas le seul accident de parcours. Il y a eu Manchester United en 2019. L'élimination honteuse, comme il l'a dit lui-même, avec sa phrase terrible « Il faut manger la merde ». Oui. La finale perdue en 2020 contre le Bayern, même si arriver en finale c'était déjà bien. Et puis le Real en 2022. Ah oui, le Real. Son erreur sur la relance qui amène le but de Benzema et qui fait basculer le match. C'est terrible. Ces échecs à répétition, ça a dû peser. Mais tellement lourd. Forcément. Et ça a mené à des questions. Est-ce qu'il est vraiment ce très grand défenseur ? Est-ce qu'il peut emmener Paris sur le toit de l'Europe ? Ça a été débattu, parfois durement. Oui, dans la presse, chez les observateurs, certaines sources parlent même d'une baisse de régime là, sur la période 2022-2023, juste avant la saison du titre en fait. Oui, on a lu des analyses qui pointaient des stats défensives un peu moins tranchantes pendant un temps, peut-être moins décisives devant aussi. Alors, fatigue physique après toutes ces saisons intenses, ou alors une saturation mentale. La pression constante, les critiques, les déceptions, et puis les histoires personnelles, les agressions chez lui. Tout ça joue, c'est sûr. Ça laisse des traces. Et puis, il y a un truc intéressant qui ressortait de discussions de fans sur Reddit. Ah oui ? Sa perception au Brésil serait pas toujours aussi positive qu'à Paris. Il y aurait un certain scepticisme chez certains supporters brésiliens. Peut-être à cause de trucs en sélection. Le pénalty raté au Mondial 2022 contre la Croatie, ça a marqué les esprits là-bas. C'est possible, oui. Ça montre que son image est complexe, avec des attentes différentes ici et là-bas. Et au milieu de tout ça, il y a la question du capitanat. Il prend le brassard en 2020, après Thiago Silva. Un rôle exposé, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de double image. D'un côté, en interne, il est reconnu. Luis Enrique l'a confirmé comme le leader. Et les joueurs l'ont réélu, non ? Avec Hakimi comme vice-capitaine. Exactement. Dans le vestiaire, on dit qu'il est apprécié, qu'il rassemble, qu'il est humble. Il le dit lui-même. Moi, je vais jamais me mettre en avant. Il parle de l'importance d'avoir plusieurs leaders. Donc plutôt un leader par l'exemple, discret, mais respecté en interne. Voilà. Mais de l'extérieur, et même dans certains médias comme L'Équipe, parfois, ce leadership a été un peu contesté. On lui a reproché quoi ? Un manque d'autorité ? Des messages trop simples. Un peu ça, oui. Le fameux « allez les gars » pendant les matchs. On disait que c'était pas le genre à faire une causerie qui retourne tout. Comment t'expliques ce décalage entre l'interne et l'externe ? C'est peut-être une question de style, non ? Il est moins démonstratif, moins vocal que d'autres capitaines. Oui, c'est possible. Et dans un monde médiatique qui cherche toujours des figures fortes, charismatiques, son style plus réservé, ça a pu être vu comme un manque, peut-être. Et puis, il faut remettre ça dans le contexte des défaites en Europe. Quand ça perd, c'est souvent le capitaine qui prend en premier, même si c'est collectif. C'est vrai. D'ailleurs, c'est intéressant ce que disait Luis Enrique, selon nos sources. Il a beaucoup insisté sur le collectif, le travail de tous pour défendre. Moins d'individus, plus d'équipes. Et Marquinhos lui-même a dit que ça avait aidé la défense, renforcé le mental du groupe. Enrique voulait surtout plus être éliminé par la peur. Et c'est peut-être ça, cette force mentale collective qui a fait la différence en 2025. Le voir soulever le trophée, c'était fort, l'émotion était palpable. J'ai plus de force, j'ai tout donné, on le voulait trop, il a dit ça, je crois. C'était la fin de la malédiction. Exactement. Et là, on entre vraiment dans la dimension légende. Oui, il est vu comme ça maintenant. Le symbole de la résilience du PSG, le dernier survivant des anciennes équipes, celui qui a tout connu, les joies, les peines immenses, les critiques. Une source parlait de 12 ans de sang, de larmes et de silence.
C'est une formule forte, mais ça résume bien. Il incarne cette histoire, faite de souffrance, mais aussi de persévérance. Et sur le terrain, il est revenu au top. Après la période de doute 2022-2023, les analyses montrent qu'il est redevenu un défenseur de très haut niveau. Oui, solide avec ses partenaires, que ce soit Pacho ou Zabarny. Il a fait taire les doutes sur sa capacité à tenir le choc dans les moments chauds. Du coup, la perception a vraiment changé. Sur les forums de fans, on lit plus grande légende, pilier, même figure paternelle. Et ce qui revient souvent, c'est sa loyauté. Rester aussi longtemps à ce niveau, dans un seul club, c'est devenu tellement rare dans le foot d'aujourd'hui. Arrivé à 19 ans, être encore là à plus de 30 performants, c'est exceptionnel. Et lui, fidèle à lui-même, il refuse ce statut de légende. Dire « je suis une légende, ce n'est pas moi », il disait ça aux Parisiens. Il voit même la concurrence, comme celle de Zabarny, comme un truc positif, une motivation. Oui, un coup de boost. C'est assez remarquable, cette humilité, même après tout ce qu'il a accompli. Et pour l'avenir, il se sent encore d'attaque, apparemment. Avec la forme que j'ai et vu mon âge, il dit pouvoir encore apporter. Mais il est lucide, hein. Il sait que ça dépendra de ses perfs, du coach, du club. Mais bon, les arguments pour qu'il reste sont là. L'icône, le niveau de jeu, le rôle de modèle pour les jeunes comme Beraldo, qui le voit comme une idole, et puis l'amour du club, quoi. C'est clair. Donc, pour résumer un peu tout ça, le parcours de Marquinhos, c'est vraiment une histoire à part. Un jeune prodige qui devient un pilier, qui gagne tout, ou presque. Tout, maintenant. Oui, tout maintenant. Mais qui a aussi traversé des moments terribles, vu son leadership contesté, avant cette consécration finale. Et cette fidélité, sur la durée, c'est ça qui marque le plus, je trouve, dans le foot actuel. Ce qui ressort le plus, oui, c'est cette résilience incroyable. Son histoire, c'est un peu l'histoire du PSG de ces 10 dernières années, en fait. Les ambitions folles, les échecs qui font mal, mais cette capacité à se relever, à continuer, jusqu'à y arriver. Et ce contraste entre le leader discret, critiqué de l'extérieur, mais essentiel dedans, et cette humilité qu'il garde alors qu'il est devenu une légende pour les supporters. Du coup, la question pour la suite, c'est, au-delà des records, des titres, quelle trace il va laisser Marquinhos? Comment son parcours, ce mélange de douleur, de fidélité et de succès final, peut influencer l'identité future du PSG? Un club qui cherche de la gloire, c'est sûr, mais qui peut-être cherche aussi une âme à travers des joueurs comme lui. Exactement. C'est une belle question pour finir.